Arendt, dans son ouvrage de 1958, La condition de l'homme moderne, distingue 3 domaines dans notre vie active. Le domaine de l'œuvre ou de la fabrication d'objets utiles ou artistiques, domaine où, après l'effort, nous laissons des produits finis, réalisés par nous et pouvant éventuellement nous survivre. Le domaine de l'action ou domaine politique où nous interagissons avec d'autres, nos principaux actes étant de parler, de voter, de donner notre opinion, d'avoir des conflits et des ententes, qu'on soit représentant ou représenté en politique. Et puis, il y a le domaine du travail, du labeur, puisque ce qu'Arendt entend par travail, c'est l'ensemble des activités nécessaires à l'entretien de la vie, nettoyer, réparer, produire des choses indispensables à la consommation, gagner sa vie pour pouvoir dépenser, consommer, avoir des loisirs. Dans ce livre, Arendt est préoccupée de la part trop petite que l'époque moderne donne à l'action politique, à la différence du monde antique. La fabrication ou l'œuvre a trouvé sa place dans la modernité. Le travail aussi, ô combien, puisque notre façon même de nous définir est le plus souvent de dire le métier qui nous permet de gagner notre vie. C'est l'action, la politique qui l'inquiète. Mais les questions qui concernent le travail ne sont-elles pas plus politiques que ne le suggère Arendt ? C'est un reproche qui lui a été fait. Ouvrons ce débat. De toute évidence, sur ces sujets, travail, labeur, souffrance sociale, revenus insuffisants, aliénation, Arendt discute avec Marx. C'est à Marx, reconnaît-elle, que l'on doit, dans le sillage de la Révolution française, d'avoir mis la question sociale, comme on dit, au centre des interrogations politiques. Nous allons donc explorer ce dialogue entre Arendt et Marx à propos du travail. Bonjour Katia Genel. Bonjour Géraldine Mühlmann. Vous êtes professeure de philosophie à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de philosophie politique et de grands courants de pensée contemporains comme la théorie critique de l'école de Francfort, elle-même assez liée à l'œuvre de Marx, que vous connaissez très bien. Et puis, vous connaissez admirablement l'œuvre de Arendt, sur laquelle vous avez déjà publié, et vous venez de sortir aux éditions Klingsig dans la collection Critique de la politique un ouvrage intitulé L'oubli du labeur, Arendt et les théories féministes du travail. Et bonjour Jean-Claude Poisat. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie en classe de terminale au lycée Georges Pompidou de Castelnau-le-Lay, dans l'académie de Montpellier. Et vous avez beaucoup travaillé, publié sur l'œuvre d'Arendt, la question du travail ou du labeur. On va justifier cette nouvelle traduction qu'introduit précisément Katia Genel. Cette question chez Arendt et le dialogue avec Marx, tout cela nous intéresse. Vous nous aiderez, Jean-Claude Poisat, à comprendre cette question que vous connaissez aussi très bien. Donc pour commencer notre conversation, voici quelques lignes d'Arendt dans La condition de l'homme moderne, où elle souligne que les efforts du quotidien du travail sont particulièrement pénibles, d'autant qu'ils sont infiniment moins reconnus, par exemple, que le courage politique ou que la virtuosité d'un fabricant ou d'un artiste. Le labeur, cela recommence sans arrêt et sans gloire. La lutte quotidienne dans laquelle le corps humain est engagé pour nettoyer le monde et pour l'empêcher de s'écrouler ressemble bien peu à de l'héroïsme. L'endurance qu'il faut pour réparer chaque matin le gâchis de la veille n'est pas du courage. Et ce qui rend l'effort pénible, ce n'est pas le danger mais l'interminable répétition. Les travaux d'Hercule ont une chose en commun avec tous les grands exploits. Ils sont uniques. Malheureusement, il n'y a que les mythiques écuries d'Augias pour rester propres une fois l'effort accompli et la tâche achevée. Katia Genel, expliquez-nous ce problème des écuries d'Augias qui ne sont jamais propres une fois pour toutes, de même que nos appartements où il faut passer l'aspirateur se ressalissent, sont à nouveau pleins de poussière. Nous devons le passer régulièrement. C'est pénible, ça ne suscite aucune gloire. Quel est le problème pour Arendt ? Qu'est-ce qu'elle veut souligner ?
Oui, ben, c'est précisément ce petit extrait qui m'a donné l'idée qu'il fallait traduire labor par labeur pour bien montrer que lorsqu'elle parle du labor, qui généralement est traduit par travail, elle parle de travaux plutôt féminins qui sont liés, enfin qui sont pris dans la nécessité, dans la sphère de la vie, dans la sphère des besoins, et qu'elle oppose à l'œuvre ou le work qui est plus productif. Le labeur ici, c'est puisque seules les écuries d'Augias restent propres une fois l'effort accompli, le labeur, au contraire, c'est ce travail perpétuellement renouvelé, toujours à refaire, qui est le travail de nos corps, qui est cyclique, qui n'attend pas, qu'on doit faire sans cesse et qui donc est assez négatif, enfin qui est marqué par voilà, son interminable répétition. Alors précisons le vocabulaire. La condition de l'homme moderne, c'est un livre écrit en anglais, Oui, même si voilà, c'est pas du tout sa langue maternelle, qui était l'allemand. Les 3 domaines, en anglais, elle les nomme labor, parce que les Anglais ont 2 mots pour dire travail. voilà. Labor, la fabrication d'objets, que ce soit artisanal ou artistique ou industriel aussi d'une certaine façon, c'est work, ça produit un objet fini. Et ensuite, il y a action, ça c'est comme pour nous, la politique. Et quand nous on dit travail, on n'entend pas toujours, c'est ça le problème, Katia Genel, si c'est labor ou si c'est work. Alors Oui. vous proposez donc de changer la traduction. Je propose de changer la traduction et ça me permet de, de revenir sur l'idée que effectivement on ne se réalise pas dans le travail pour Arendt ou dans le labeur, on se réalise davantage dans l'action, mais le travail, c'est plusieurs choses. Donc c'est à la fois enfin il y a plusieurs concepts pour désigner ces activités. Il y a le labor, donc le labeur, ce travail qui ne produit rien, qui est donc le travail de nos corps. Et puis il y a le work, donc que je traduis par travail, qui est traduit généralement par œuvre, et qui est un travail plus productif, qui est un travail qui déjà commence à, voilà, à disposer des choses, à ouvrir un monde. Et il faut le labeur et le travail pour que l'action politique soit possible. Donc il faut cette interminable reproduction de la vie et la production d'objets pour qu'on puisse commencer à faire de la politique, disons. Alors justement, le problème principal d'Arendt dans ce livre, c'est la politique. Jean-Claude Poisat, ceux qui ont lu, voilà, je fais partie des gens qui ont été saisis par l'intelligence très, très jeune de ce livre. La condition de l'homme moderne, c'est un livre qui ouvre un monde, hein, pour le coup. Et la thèse, c'est vrai qu'elle ne porte pas spécifiquement sur le travail-labeur. Elle consiste à dire, j'aimerais bien que vous l'exposiez un petit peu, vous qui connaissez bien, donc je dis juste quelques phrases. Elle consiste à dire qu'on a tendance à penser la politique, nous modernes, soit comme un endroit où on s'occupe du travail des gens, et c'est vrai que la question du chômage, des conditions de travail, etc., ça a un peu envahi la politique moderne, et pour Arendt, c'est un problème. Et parfois aussi, on la pense, la politique, dans les termes de la fabrication. C'est le problème des philosophes qui ont tendance à dire « Alors voilà, la politique, il faut atteindre telle fin par tel moyen », comme s'ils construisaient une table à partir d'un tronc d'arbre. Alors voilà, ça c'est la thèse d'Arendt. Vous pourriez en parler un petit peu ? Oui, mais effectivement, vous l'avez dit, c'est-à-dire que le sommet de la vita activa, si je puis dire, c'est l'action. Et c'est vrai que ce qu'on retient généralement, c'est qu'en quelque sorte, Arendt voudrait préserver ou peut-être restaurer en quelque sorte l'action dans ses droits, si je puis dire, en la protégeant de ce qui viendrait, si je puis utiliser ce terme qui n'est pas très arendtien, mais contaminer l'action, c'est-à-dire justement le travail et l'œuvre. Donc effectivement, on a tendance à penser l'action sur le modèle de la fabrication. Et en plus, il y a une confusion, alors on en parlera, qu'elle impute à Marx, entre travail et œuvre, ou entre labeur et... Travail. Alors, oui, alors c'est un petit peu compliqué sur la terminologie. Moi, j'approuve tout à fait la traduction de labor par labor. Je trouve ça très intéressant parce que ce mot labeur en français, il existe et il a une longue histoire aussi. Mais on pourrait parler aussi de travail productif et travail non productif. Vous en parlez dans votre livre. Ce qui serait aussi une autre manière de distinguer les deux. C'est-à-dire que, de certaine manière, il y a du travail des deux côtés. Enfin, l'œuvre et l'action, c'est du travail, mais il y a un travail qui produit quelque chose. Et puis un travail qui ne produit rien, si ce n'est ce qu'on pourrait appeler de la maintenance, de l'entretien, de la vie. Oui, mais du soin, du care, comme disent maintenant les Américains en philosophie. Et donc, par exemple,
Vous voyez, dire qu'une aide-soignante ou qu'une personne qui tient compagnie à quelqu'un de seul ou de malade ne produit rien, c'est vrai que c'est terriblement péjoratif et faux aussi. Oui et non, c'est-à-dire alors ça dépend. Cette expression elle-même est ambiguë. C'est-à-dire le travail non productif, il y a un sens économique. Oui, Alors au sens des économistes, ça veut dire qu'il n'y a pas de surtravail, il n'y a pas de plus-value. Donc ça, c'est du point de vue effectivement de l'ensemble de la théorie économique. On trouve ça par exemple chez Smith, et c'est repris par Marx aussi. Au sens d'Arendt, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire ne produire rien au sens où il n'y a pas comme elle dit, de réification, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un objet. Et cet objet, c'est l'œuvre, par exemple. oui. Donc le peintre, il fait un tableau. Donc quand il a fini de peindre, son tableau est là. Alors que quand vous faites du nettoyage, alors vous allez me dire, on voit la propreté, mais ça disparaît très vite, comme le dit Arendt. Le problème, c'est la fugacité. C'est-à-dire que Oui, c'est ça. le labeur est une activité fugace, c'est-à-dire qu'elle est quasiment détruite aussi rapidement qu'elle a Elle été... est avalée par, Exactement, donc c'est pour ça que c'est un par processus le sans temps. fin et répétitif. Parce que je crois que le point majeur, me semble-t-il, c'est la répétition. En fait, le labeur, ce que je disais tout à l'heure, c'est le travail de Pénélope. C'est-à-dire c'est un travail qu'il faut tout le temps recommencer. Et c'est donc, Arendt n'a pas une vision misérabiliste du travail ou du labeur, pas du tout. Bon, elle souligne la pénibilité, mais c'est pas tellement ça. Je crois que ce qui ne va pas, si je puis dire, dans le labeur, d'une certaine manière, c'est le caractère répétitif, c'est en quelque Ouais. sorte l'éternel retour, si je Mais puis c'est dire. quand même pénible. Prenons un autre exemple. Euh, à la caisse d'un supermarché, quand il y a encore des humains, car comme moi, vous avez constaté qu'il y en a de moins en moins. Certes. Euh, c'est un travail très dur, très répétitif. Je- on pourrait dire non productif, mais c'est pas bien de dire ça, parce que sans cette fonction-là, il n'y a pas de production. Mais Et la ça- production, ça consiste, dans Alors, le cas présent, à vendre. C'est une forme si je peux ajouter une petite remarque, oui. c'est pas un jugement de valeur, c'est pas Oui, oui, normatif, c'est j'entends. descriptif. Oui. Enfin, non productif, ça veut pas dire qu'on n'apporte rien à la société. Ça veut dire qu'il n'y a pas, d'œuvre qui est produite. Oui. Et les œuvres, elles ont un caractère durable. Donc je reviens à ça, c'est-à-dire ce qui, me semble-t-il, l'opposition fondamentale, c'est d'un côté la durabilité des œuvres et de l'autre la fugacité du Voilà. labeur. Voilà, c'est ça qui est fondamental. Donc, peut-être Et c'est pas un plus, jugement oui. normatif. C'est Oui, pas, oui, il j'entends. y a pas. Encore une fois, on attribue à Arendt une espèce de mépris du travail qui n'existe nulle part dans les textes en réalité. Enfin, c'est une espèce de préjugé ou de lieu commun, mais qui n'est pas fondé à mon sens. Mais comme il y a des problèmes de compréhension, il me semblait que productif, non productif en créait encore plus. Donc, je suis plus intéressée par fugace et répétitif d'un côté et produisant des objets durables de l'autre. Il me semble que... Mais c'est vrai que c'est long à dire. Donc, Katia Genel, peut-être sur le caractère pénible. Quand même, elle le dit. Mais c'est pas parce qu'elle le dit qu'elle le méprise. Peut-être c'est ça notre mauvaise compréhension. Oui, il y a deux choses. Il y a d'abord, elle le dit quand même au sens où c'est pas simplement qu'il est fugace, parce que fugace, ça peut être une qualité de la pensée aussi. C'est-à-dire que en fait, la pensée, elle laisse pas de traces. Enfin, donc, elle peut définir des choses tout à fait positives de cette manière. Non, c'est surtout que on ne maîtrise pas la temporalité de ce labeur. C'est elle qui s'impose à nous. C'est la nécessité qui nous contraint en fait à répondre. Donc, c'est un travail qui est très lié à la domination, à l'assujettissement. Donc, en ce sens-là, il est négatif, alors que l'œuvre ou le travail au sens du work, on en maîtrise la temporalité. Mais il y a un deuxième point, c'est qu'effectivement, pour elle, le labeur, c'est par définition le travail qui est dévalorisé socialement. Alors, justement, il y a eu plein de malentendus, parce qu'on a considéré qu'elle méprisait le travail, parce qu'au contraire, elle fait toute une analyse de la façon dont le travail, donc laborieux, le labeur, qui est le travail du corps, le travail qui est servile, est dévalorisé socialement et assigné à des groupes sociaux défavorisés ou opprimés, donc les esclaves ou des groupes de travailleurs dévalorisés. Donc c'est plutôt qu'elle reprend à son compte une analyse, un jugement qui est présent dans la société. Voilà, et qu'elle veut peut-être en faire quelque chose, et elle en fait quelque chose au moment où elle dit que le travail va conditionner, le labeur va conditionner nos activités. Et en fait, ça va les dévaloriser à leur tour, ces autres activités. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, effectivement négatif ou de dévalorisé dans le travail, par définition. D'où le caractère à la fois énigmatique et très suggestif de votre titre à ce livre que vous venez de publier, L'oubli du labeur. Elle dit que c'est un peu oublié, elle, Arendt, dans la société, parce que ça ne nous intéresse pas beaucoup. Bon, en même temps, elle dit que c'est au centre du politique. Donc, elle-même, elle est un peu ambiguë, puisqu'on parle quand même beaucoup des conditions de travail, des revenus, etc. Mais bon, elle dit que c'est philosophiquement oublié. Et puis, en même temps, elle reconnaît
que c'est pénible, c'est-à-dire que elle ne le méprise pas du tout, elle ne l'oublie pas du tout, mais elle refuse d'oublier, elle, que c'est dur, que c'est la partie de notre condition humaine qui est la plus difficile. Oui. Là, il y a quelque chose qui est... D'où les malentendus, parce que c'est... Ouais. Mais c'est peut-être parce que c'est sensible comme sujet. On a tendance à isoler, en fait. C'est une triade, labeur, travail, action. Et si on en isole un, on perd un peu le propos d'Arendt. Et elle, ce qu'elle suggère, c'est que ce travail, le labeur est irréductible. C'est notre condition, c'est la condition de nos vies. Donc, il est oublié socialement, il est oublié philosophiquement, mais il est oublié donc pour elle chez Marx ou chez Smith, mais il devrait être remis au jour. Et en même temps, elle a ce diagnostic selon lequel, en fait, il est aussi très présent. Mais quand il est présent, il n'est pas reconnu comme tel. On voit on ne parle que de travail, mais on fait comme si c'était de la production, du work, des choses stables, alors qu'en réalité, c'est une logique un peu dévorante du labeur qui a envahi l'espace public. Je pense qu'on va revenir sur ce diagnostic. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, Jean-Claude Poisat, sur ce rapport un peu... difficile d'Arendt, enfin de tout le monde au travail, c'est-à-dire qu'à la fois il faut pas le mépriser, dit-elle, pas du tout, et elle est tout à fait navrée qu'il le soit, mais en même temps elle refuse de l'enjoliver, de dire que c'est ça nous épanouit, c'est formidable, pas du tout, il faut comprendre le caractère pénible. Je voudrais quand même lire juste une phrase. Bien sûr. Alors, pardon. Le bonheur du travail, c'est que l'effort et sa récompense se suivent d'aussi près que la production et la consommation des moyens de subsistance, de sorte que le bonheur accompagne le processus, tout comme le plaisir accompagne le fonctionnement d'un corps en bonne santé. Donc, il y a 2 pages sur le bonheur au travail. Donc alors, là, qu'est-ce qu'on en fait de ces pages ? moi, j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup ça, justement, ce paradoxe d'Arendt qui, soi-disant, méprise le travail et qui nous explique qu'en réalité, le travail est lié à la vie et qu'il y a un bonheur de vivre et de se sentir en bonne santé, comme elle le dit. Et il y a cet équilibre, dit-elle, parce qu'on a parlé de la peine, mais la peine s'équilibre par ce qu'elle appelle le soulagement, la récompense aussi. Et elle dit c'est dans l'équilibre des deux qu'on trouve le bonheur. Le travailleur, quand il a fini sa journée de travail, le soir, il est fatigué, il va prendre un bon repas, ensuite il va aller se reposer, dormir, et il va recommencer, et il y a une sorte de bonheur là-dedans aussi. Donc vous voyez, c'est très ambivalent. Encore plus complexe que de dire qu'elle reconnaît. Elle veut qu'on dise que c'est pénible, mais elle suggère qu'il y a un certain plaisir il peut y avoir. de sentir qu'on est vivant, c'est ça, Katia Genel ? Mais c'est un bonheur. Elle dit bien que c'est pas la réalisation de soi ou l'accomplissement de soi qu'on pourrait attendre du travail au sens du work. C'est un bonheur presque animal. Enfin, il y a aussi quand même cette idée c'est un bonheur qui est lié à la vie. Mais j'insiste juste sur un point aussi, c'est que là où, pour aller dans l'idée qu'elle ne méprise pas du tout le travail, c'est que work, c'est aussi le travail. Et donc, on ne peut pas simplement... on a cru qu'elle méprisait le travail en pensant qu'elle le réduisait à cette vie animale, ce labeur, cette pénibilité, alors qu'en réalité, il y a plusieurs strates et plusieurs dimensions qui sont liées entre elles pour penser ce que c'est que l'activité à la fois du labeur et du travail. Alors, cette difficulté face à cet objet qu'on va donc appeler à partir de maintenant le labeur, cette difficulté à le traiter, à dire il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'enjoliver, en même temps il y a du plaisir, enfin tout ça est difficile. Peut-être que nous trouvons la même complexité chez Marx lui-même, ce qui suggérerait un lien entre Arendt et Marx beaucoup plus riche que ce qu'on a aussi parfois dit en lisant trop vite La condition de l'homme moderne comme une façon de récuser Marx. Alors on va tout simplement écouter Marx, un extrait du livre 3 du Capital, sur le fait qu'il faudrait aussi se délivrer du travail. Écoutez-le. Le royaume de la liberté commence seulement là où l'on cesse de travailler par nécessité et opportunité imposée de l'extérieur. Il se situe donc, par nature, au-delà de la sphère de la production matérielle proprement dite. De même que l'homme primitif doit lutter contre la nature pour pourvoir à ses besoins, se maintenir en vie et se reproduire, l'homme civilisé est forcé lui aussi de le faire, et de le faire quelle que soit la structure de la société et le mode de production. Avec son développement, s'étend également le domaine de la nécessité naturelle, parce que les besoins augmentent.
mais en même temps s'élargissent les forces productives pour les satisfaire. En ce domaine, la seule liberté possible est que l'homme social, les producteurs associés, règlent rationnellement leurs échanges avec la nature, qu'ils la contrôlent ensemble au lieu d'être dominés par sa puissance aveugle, et qu'ils accomplissent ces échanges en dépensant le minimum de force et dans les conditions les plus dignes, les plus conformes à leur nature humaine. Mais cette activité constituera toujours le royaume de la nécessité. C'est au-delà que commence le développement des forces humaines comme fin en soi, le véritable royaume de la liberté qui ne peut s'épanouir qu'en se fondant sur l'autre royaume, sur l'autre base, celle de la nécessité. La condition essentielle de cet épanouissement est la réduction de la journée de travail. Marx, dans ce texte, semble dire, Jean-Claude Poisat, qu'il faudrait nous débarrasser du labeur dans le travail, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus pénible. Ce n'est peut-être pas le dernier, comment dire, le tout de la pensée de Marx, qui lui-même, dit Arendt en tout cas, est un peu équivoque sur cette question. Je sais que ça vous le notez, ça vous intéresse. Est-ce que vous pourriez expliquer le rapport de Marx au travail qui n'est pas lui-même tout à fait simple? Oui, alors, en fait, c'est un petit peu complexe parce que Arendt elle-même est équivoque par rapport à Marx et elle reproche à Marx son équivocité. Oui, oui. Alors, effectivement, alors, disons, pour Arendt, Marx voyait dans le travail une activité essentielle pour l'homme, une activité productive, un travail productif, comme j'ai dit tout à l'heure, susceptible de lui apporter une forme de libération vis-à-vis des contraintes naturelles. C'est aussi un héritage de Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave notamment. Mais d'autre part, Marx considère, comme c'est rappelé dans ce texte, que le domaine de la liberté ne peut exister qu'au-delà du travail, c'est-à-dire une fois que les hommes auront été libérés des contraintes du travail. Donc il y a là effectivement une ambivalence quand même assez étonnante et assez fondamentale. C'est-à-dire, est-ce que c'est le travail, est-ce qu'on se libère dans le travail et par le travail, ou est-ce qu'on se libère au-delà du travail et du travail? Oui. Et cette ambiguïté-là, Arendt dit que Marx ne la résout pas. Ça ne se résout pas dans l'idée qu'il faudrait arrêter le travail imposé et pénible, mais par contre continuer à travailler plus librement. Justement, je ne pense pas. En tout cas, Arendt elle-même, au fond, tout à l'heure, Katia Genel a dit une chose que j'approuve, c'est-à-dire je pense que pour Arendt, il y a quelque chose d'irréductible en fait dans le labeur. Et d'une certaine manière, Marx le dit aussi quand il dit cette activité constituera toujours le royaume de la nécessité. Donc il y a quelque chose qu'on ne réduira pas. Et même si, à supposer, on en parlera peut-être tout à l'heure, que l'automatisation remplace toutes les activités de travail, eh bien, il y aura quelque chose de l'ordre de la nécessité et presque du labeur qui continuera quand même d'exister. Donc, de certaine manière, on ne s'en débarrassera pas. Donc Marx tantôt nous le dit, ça, Oui. Et tantôt nous dit qu'il faudra s'en débarrasser. Ce qui est un peu... Il y a des Arendt contradictions. dit que c'est une dimension utopique. Alors, bon, alors utopique, ça peut s'entendre, ça s'entend plutôt dans un sens un peu critique, c'est-à-dire, au fond, c'est une rêverie, mais ça n'arrivera pas dans la réalité. Enfin, c'est-à-dire, elle reprend cette idée d'ailleurs de Simone Veil aussi, de la condition ouvrière. Donc, Simone Veil va même plus loin parce qu'elle dit que c'est l'opium du peuple, cette croyance. Donc, Et c'est vrai que quand Lafargue, le gendre de Marx, écrira un éloge de la paresse, qui est une façon de dire libérons-nous du travail, mais il faut jamais oublier qu'il parle d'enfants qui travaillent 10 heures par jour, mais qu'il faut réduire le temps de travail. On peut pas dire que Marx ait trouvé que c'était la plus profonde des pensées philosophiques. Et pour lui, le travail, on peut pas juste le traiter de cette façon. Donc, je pense qu'il y a une contradiction non résolue, mais Marx, oui, mais en fait, enfin, comment dire, Arendt rend hommage à Marx en même temps en disant que c'est un grand auteur. Donc en réalité, je pense qu'elle veut dire, c'est que la contradiction n'est pas tellement due à l'insuffisance de Marx, elle est due au fait que c'est une contradiction réelle, finalement, que Marx a su saisir, et c'est en ça qu'il est un grand auteur. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Alors vous allez nous éclairer de vos lumières, Katia Genel. Est-ce que Marx est bien plus complexe que ce qu'on a entendu là, ressemble à Lafargue, réduisons le travail, et c'est le moins qu'on puisse demander à la fin du 19e siècle.
Mais c'est pas seulement ça qu'il dit. Ce n'est pas Lafargue, justement. Oui. C'est Marx. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais ce qui est complexe, c'est que Arendt le réduit parfois un peu à ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle aussi, quand elle dit qu'il y a une contradiction, elle dit en fait, il a défini l'homme comme un animal laborans, et il développe l'utopie d'une fin du travail. Et donc, il y a une contradiction fondamentale chez lui. Mais au-delà des erreurs et des oublis, il y a un intérêt de cette lecture. Donc peut-être juste sur l'erreur, c'est vrai que Marx va au-delà de ça. Et c'est pas un au-delà du travail, mais une réduction du temps de travail, ce qui est dit dans le texte là, du livre 3. C'est le travail prolongé au-delà du temps nécessaire à la reproduction de la vie, de la force de travail. Et donc c'est le fait qu'une survaleur soit dégagée d'un surtravail. Donc Arendt passe un peu à côté de l'analyse marxienne de l'exploitation, parce que c'est bien la fin du travail exploité que Marx essaye de viser. Mais donc, c'est vrai que Arendt ne voit pas la dimension contrainte ou exploitée du travail quand elle défend ça, mais en même temps, Marx ne met pas l'accent sur la dimension vraiment irréductible du labeur. On a quand même l'impression qu'il ouvre une possibilité, un peu comme elle cite aussi ce texte, l'idéologie allemande, en parlant des hommes qui chassent le matin, qui vont pêcher l'après-midi, qui élèvent du bétail le soir. Et qui sont critiques après dîner, pardon, j'oublie. C'est assez important. Alors que c'est assez important. Marx oublierait justement qu'il y a une irréductibilité du labeur, précisément. Et donc, à la fois, elle le lit un peu à côté de sa théorie de l'exploitation, et en même temps, elle pointe quelque chose d'assez intéressant si on va du côté de cette irréductibilité, cette condition de servitude qui est indépassable, qui ne peut pas être levée dans la société sans classe. Et donc, j'ajouterais juste un point par rapport à ce que Jean-Claude Poisat a évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'elle critique une utopie chez Marx, mais en même temps, elle dit que cette utopie de la fin du travail, c'est notre société réalisée. C'est une utopie qui avait une ressemblance saisissante, elle dit, avec la cité athénienne. On serait libéré du travail, on serait une société sans classe et sans État. Mais en réalité, c'est un simulacre. C'est une fausse réalisation d'utopie. Donc la société sans classe, c'est la société de consommation. Donc supposons que pour Marx, en effet, ce soit l'utopie, pas forcément... Bon, comment vous dire, Katia Genel et moi, nous avons été très influencés, au très bon sens du terme, par Miguel Abensour, qui avait une acception extrêmement positive du mot utopie. Donc, il est vrai que nous avons une tendance naturelle à entendre ce mot très positivement. Mais c'est vrai que c'est une assez belle utopie de penser qu'on pourrait se débarrasser du travail dans sa pénibilité. Est-ce que Arendt considère, comme Marx, que c'est possible? Vous avez l'air de me dire oui, c'est possible grâce aux machines, elle le dit plein de fois. Mais alors, quel est le problème? Non, je ne pense pas que ce soit complètement possible. Alors moi, je considérais qu'il y a une forme de tension dans le diagnostic d'Arendt. C'est que à la fois, elle a l'idée que, peut-être l'illusion, à la fois, elle a l'espoir qu'on va se débarrasser du labeur, et elle parle de l'automatisation, on va probablement y revenir, et en même temps, cette automatisation, elle est une illusion. Et elle est une illusion qui accompagne toutes les civilisations, et en particulier la période moderne, puisque donc, elle évoque le fait que même si les machines tissent d'elles-mêmes, elle se réfère à Aristote, même s'il y a automatisation, même s'il y a des appareils ménagers, dit-elle, on ne pourra pas se passer des services d'une bonne. Alors c'est mal dit et c'est assez maladroit, mais ce que ça veut dire, c'est que le travail reproductif ou le travail de la domesticité ne sera jamais, on ne s'en libérera jamais, ne sera jamais remplacé complètement par l'automatisation. Sauf que nous allons avoir peut-être bientôt des robots pilotés par une IA qui fera notre lit tous les matins, qui nous préparera à manger avec déjà des tas de robots ménagers qui existent. Mais alors, quand on dit cela, vous savez bien ce qu'on répond. On dit on va prendre des emplois. On va peut-être sauver des gens de métiers très pénibles, parce que ça doit quand même être pénible de s'occuper du ménage tous les jours, etc. Mais c'est une utopie qui a son versant négatif. Qu'est-ce qu'on va faire de gens dont c'était une source de revenus? Alors Arendt, elle ne va pas vers là-bas. Elle ne va pas vers ce problème. Elle pense, je crois, que nous trouverons par des machines des moyens de ne plus travailler, par exemple, dans notre espace domestique. Oui, alors elle évoque, disons, une forme d'allègement. Elle évoque une forme
de libération au sens où la vie va être plus douce, elle va être allégée de cette pénibilité qui est propre au labeur, mais elle a un diagnostic et c'est en ça, à mon avis, qu'elle rejoint Marx de façon beaucoup plus nette que ce qu'elle veut bien reconnaître. C'est que en fait, cette atténuation, cette douceur va finalement nous aliéner davantage. La cadence des machines ne peut qu'accélérer, elle le dit, la cadence naturelle de la vie. Et donc, ça ne va pas changer. Finalement, ça ne va que accroître une forme de labeur et non pas nous en libérer. Donc, on pourrait dire ça libère davantage le labeur au sens où ça le répand plutôt que ça ne nous en libère, dans un deuxième sens de la libération. Donc nous touchons au point nodal de cette discussion sur Arendt et le travail, c'est que nous avons été tellement forgés par le travail, si nous en sommes libérés un jour, à supposer que cette utopie soit possible, que ferons-nous de cette liberté? Savons-nous faire encore autre chose que travailler? Voici un extrait célèbre, important, au cœur de La condition de l'homme moderne, ce livre d'Arendt de 1958. Ensuite, Jean-Claude Poisat et Katia Genel, vous essaierez de décrypter ce texte majeur. C'est l'avènement de l'automatisation qui, en quelques décennies, probablement videra les usines et libérera l'humanité de son fardeau le plus ancien et le plus naturel, le fardeau du travail, l'asservissement à la nécessité. C'est un aspect fondamental de la condition humaine qui est en jeu, mais la révolte, le désir d'être délivré des peines du labeur ne sont pas modernes. Ils sont aussi vieux que l'histoire. Le fait même d'être affranchi du travail n'est pas nouveau non plus. Il comptait jadis parmi les privilèges les plus solidement établis de la minorité. À cet égard, il semblerait que l'on s'est simplement servi du progrès scientifique et technique pour accomplir ce dont toutes les époques avaient rêvé sans jamais pouvoir y parvenir. Cela n'est vrai, toutefois, qu'en apparence, car l'époque moderne s'est accompagnée de la glorification théorique du travail et elle est arrivée en fait à transformer la société tout entière en une société de travailleurs. Le souhait se réalise donc, comme dans les contes de fées, au moment où il ne peut que mystifier. C'est une société de travailleurs que l'on va délivrer des chaînes du travail, et cette société ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté. Dans cette société qui est égalitaire, car c'est ainsi que le travail fait vivre ensemble les hommes, il ne reste plus de classe, plus d'aristocratie politique ou spirituelle qui puisse provoquer une restauration des autres facultés de l'homme. Même les présidents, les rois, les premiers ministres voient dans leurs fonctions des emplois nécessaires à la vie de la société, et parmi les intellectuels, il ne reste plus que quelques solitaires pour considérer ce qu'ils font comme des œuvres et non comme des moyens de gagner leur vie. Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Donc la société sans travail sera non pas une belle utopie, mais un cauchemar pour Arendt. Jean-Claude Poisat, pourquoi ? Alors, effectivement, pourquoi ? Parce qu'elle dit comme vous l'avez rappelé, on ne connaît plus que le travail. Enfin, la société moderne a fait du travail, finalement, l'activité humaine par excellence, encore une fois, Marx. Et donc, effectivement, si on retire aux hommes, vous disiez tout à l'heure, il va leur manquer un revenu, mais Hannah Arendt, encore une fois, passe un peu à côté de l'analyse économique, elle fait plutôt une phénoménologie de la condition humaine, et elle dit, ce qui va manquer aux hommes, c'est surtout une activité dans laquelle ils investissent le sens de leur existence. Et donc, si on leur retire, eh bien, cette existence sera dépourvue de sens et de valeur. Alors, il reste la consommation. Donc, ce qu'elle dit, c'est la société de consommation. Donc là, elle emprunte peut-être aussi à l'école de Francfort, cette analyse de la société de consommation. Si on a encore de l'argent à dépenser, le problème qu'elle ne traite pas. Effectivement. Oui. Donc, on consommera. En fait, nous avons appris... La consommation, ça fait partie du labeur. D'être dans le labeur, la consommation, l'entretien de la vie, une certaine jouissance. Mais nous ne savons plus rien faire d'autre.
Mais elle dit qu'il y a un malaise, justement, c'est que cet aspect de consommation et de plaisir n'est plus compensé, justement, par la pénibilité. Et donc, le paradoxe, le paradoxe aussi de ce que dit Arendt, c'est que nous ne souffrons pas tellement du labeur, mais du manque de labeur, du fait qu'il n'y a plus assez de labeur, en fait. Et que donc, dans la société de consommation, on a le versant de la consommation, donc du plaisir, mais plus... Et donc, il n'y a plus cet équilibre dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle le bonheur. Enfin, le bonheur, c'est l'équilibre des peines et des souffrances, et des plaisirs, pardon. Donc, s'il n'y a plus que cette dimension de plaisir qui n'est plus équilibrée, c'est ça qui crée le malaise contemporain. Enfin, c'est ce qu'elle dit dans les derniers, à la fin du chapitre sur le travail. Hein, c'est ce qu'elle explique. Il n'y a pas assez de labeur. Hein, je peux lire la phrase. La poursuite universelle du bonheur et le malheur généralisé dans notre société sont des signes très précis que nous avons commencé à vivre dans une société de travail qui n'a pas assez de labeur pour être satisfaite. Donc, nous manquons de labeur. Katia Genel. Ou disons que le labeur n'est pas visible. En fait, elle fait cette distinction entre le moment où le labeur était visible, pris en charge par des esclaves, où il était probablement oublié parce que, disons, refoulé, mais en même temps, il était identifié, en fait, assigné à certaines catégories. Et la modernité, où en fait, il s'agit de travailleurs qui n'oublient plus le labeur, mais finalement le dénient comme tel. C'est-à-dire qu'il est partout, mais on ne s'en aperçoit pas, c'est ce que vous dites. Voilà, il y a cette douceur, cette facilité de la vie qui fait qu'on ne s'aperçoit pas qu'on est assujetti à la nécessité. Et on l'est, c'est-à-dire que la logique, là cette fois elle parle vraiment d'une sorte de logique du labeur, de logique du travail qui envahit toutes les sphères et qui va contaminer les autres champs. La politique, on la conçoit comme un gagne-pain, toutes les activités sont faites en vue de la vie, en vue de la survie, et on est assujetti à aussi un rythme, une nécessité qui convertit les activités et qui leur fait perdre leur sens. Est-ce là sa critique de Marx ? Marx aurait contribué à penser l'être humain avant tout comme un être de labeur, de travail, s'épanouissant ainsi et en même temps en souffrant. Il pense la société sans travail, qui est un peu énigmatique, chez lui comme chez elle d'ailleurs. Mais comme il ne nous a pas aidé à penser d'autres activités, notamment comment faire de la politique, etc., il aurait contribué à fabriquer le cauchemar de travailleurs sans travail qui ne savent plus quoi faire. C'est ça qu'elle dit à Marx ? C'est une sorte effectivement de développement de l'identification d'une contradiction chez lui en ayant, disons, défini l'homme comme animal laborans, donc l'avoir défini par une activité qui serait naturelle, qui serait étrangère au monde, dit Arendt, et finalement ne pas savoir comment penser la société la société du labeur, disons. Donc il y a bien cette critique de Marx, et en même temps je trouve que c'est aussi une question intéressante qui est posée à Marx, qui est effectivement que devient le travail dans la société sans classe. Donc c'est assez intéressant. Que devient le travail ? Est-ce qu'il happe la politique, ou est-ce que la politique peut continuer à se développer si elle est autre chose qu'un travail ? Donc Arendt essaye toujours d'objecter à Marx ces distinctions très claires qu'elle essaye de faire en montrant que la politique ne doit pas être entendue comme un travail, parce que, en fait, au fond, et c'est ça qui est évoqué ici, c'est que il faut être libéré pour pouvoir être libre. Donc il faut quand même être libéré d'une certaine forme de nécessité pour pouvoir apparaître comme un égal dans un espace public et faire de la politique. Alors, vous allez nous expliquer votre livre aussi, Katia Genel. Pour vous, ce à quoi nous incite en fait Arendt, qui peut-être n'aurait pas du tout été proposé par Marx, ce serait de nous occuper du labeur, mais collectivement, pour nous préparer à avoir plus de temps, parce qu'on ne peut pas faire sans le labeur, pour d'autres activités, et en particulier l'activité politique. C'est ça votre thèse, non ?
Alors, le pas, il serait fait plutôt par... Enfin, je ne sais pas s'il est vraiment fait par Arendt. Le pas de politiser le labeur, je pense que pour elle, l'activité de labeur demeure une activité qui n'est pas politisée. C'est ce que les féministes lui ont souvent reproché. Mais par contre, là où elle nous invite à aller sur ce chemin de politiser le labeur, de se soucier collectivement de sa répartition et de réfléchir à ce que peut-être Marx n'a pas forcément précisé quand il indique qu'on va réduire le temps de travail et donc on va dégager du temps. Pourquoi on dégagerait ce temps? Est-ce que c'est pour revenir au foyer ou est-ce que c'est le temps pour ce que nous voulons, comme dit Cathy Weeks? Ça, c'est un pas que Arendt ne fait pas, mais qu'elle nous indique en disant qu'il faut reconnaître l'irréductibilité du labeur. Il va continuer, enfin, il faut l'organiser, puisqu'il sera la condition de l'œuvre et du travail et de la politique. Vous écrivez, le labeur pousse la philosophie à se prononcer sur un terrain qu'elle délaisse habituellement. Il faudra une prise en compte, dites-vous, des activités laborieuses, celles des femmes au foyer, des agents de maintenance, des éboueurs ou des aides à domicile. Tout cela conduira à modifier notre appréhension du social et à redéfinir la philosophie sociale du travail. Faut-il que tous, dans nos vies, nous partagions le labeur de l'éboueur, de la femme au foyer, des aides à domicile, que nous intégrions tous quelque chose de cet ordre, pour que tous nous ayons du temps à côté pour délibérer, faire de la politique, nous interroger sur ce qu'on doit faire avec l'Iran, avec Trump, etc. Donc les questions, oui, proprement politiques. En reconnaissant l'irréductibilité du labeur, Arendt nous invite effectivement à penser que c'est une question qu'on ne peut pas déléguer. Donc elle met au jour cette tendance qu'on a à déléguer ces activités méprisées socialement pour certaines. Et donc elle nous invite effectivement à savoir ce qu'on doit prendre en charge. Et donc une véritable... autonomie repose en général sur pas mal de labeur et de relations et d'activités. Et elle nous engage à en être conscients et à les intégrer dans notre réflexion, oui. Jean-Claude Poisac, que pensez-vous de la proposition de Katia Genel, qui n'est pas celle d'Arendt, mais qui lui a été soufflée par les problèmes que soulève Arendt autour du labeur? Katia Genel nous dit, comme le suggèrent plein de féministes, il faut que nous prenions tous en compte toutes les activités de labeur, que nous les partagions entre nous toutes, pour que nous tous, nous ayons du temps pour faire autre chose. Alors, écoutez, j'ai lu le livre de Katia Genel et je dois dire, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Je trouve que, alors, je peux la suivre jusqu'à un certain point, mais j'avoue que j'ai aussi mes limites. C'est-à-dire que, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'Arendt dit à propos du travail, et c'est aussi un des points de départ, je pense, de votre livre, c'est qu'elle dit qu'il y a une seconde tâche du travail, qui est dans l'édition Carto, c'est page 139, elle dit qu'il y a la protection et la sauvegarde du monde contre les processus naturels. Donc, autrement dit, le travail a aussi à voir avec le monde. Et le monde, c'est la politique. Donc, d'abord, le travail fait partie de la condition humaine, donc au même titre que l'œuvre et l'action. Et en plus, il peut avoir cette dimension alors non pas de construction et d'édification du monde, mais d'entretien du monde. Donc, on a besoin de ça. Donc oui, là, je souscris tout à fait. Alors, et donc, si vous voulez, dire qu'Arendt, effectivement, s'intéresse au labeur, qu'elle fait une phénoménologie du labeur et qu'elle, de certaine manière, elle valorise ce que la tradition de la philosophie politique souvent a négligé, etc., c'est extrêmement intéressant et pertinent. Et je pense que c'est quelque chose moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi chez Arendt. Alors, à l'inverse, partir de là et pour dire qu'on pourrait politiser le labeur, etc., là, évidemment, si je puis dire, on joue Arendt contre Arendt, en quelque sorte. Donc, c'est là où je rencontre un peu ma limite. Et alors, je vous ai lu, et par exemple, à un moment donné, vous parlez de l'écoféminisme. Bon, moi, je suis pas très familier de cette littérature-là, mais je connais un petit peu quand même, je sais un petit peu de quoi il s'agit. Et donc, vous parlez de la liberté à l'intérieur du domaine de la nécessité. Bon, là, je crois qu'on est très loin d'Arendt. Pour Arendt, il n'y a pas de liberté dans le domaine de la nécessité et vice-versa. Enfin, donc là, on est sorti du champ arendtien, si je puis dire, enfin, de mon point de vue. Oui, mais on est dans un prolongement. Oui, tout à fait. En fait, quand je parle de l'écoféminisme, et c'est aussi une des variantes de ces différentes lectures possibles du texte de Marx qu'on a entendu au départ, c'est-à-dire cette idée d'une différence entre le royaume de la nécessité et le royaume de la liberté.
Quand je parle de l'écoféminisme, c'est pour montrer que c'est une stratégie de dissolution, en quelque sorte, du problème du labeur dans son irréductibilité. On travaille la nécessité en disant c'est un travail en fait comme un autre, et on ne va pas chercher à sortir de la nécessité pour aller vers la liberté. Donc c'est une autre voie que celle ouverte par Arendt. Arendt me semble ouvrir une voie au contraire de reconnaissance de l'irréductibilité du labeur, et donc une voie qui permet de penser qu'on doit prendre en charge ce labeur. Tous ensemble. Voilà, tous ensemble. Alors, elle n'irait pas jusque-là, hein, parce qu'évidemment, les distinctions d'Arendt, et je pense qu'on peut le voir aussi sur la distinction entre social et politique, les distinctions entre labeur, travail et action sont aussi riches qu'elles sont enfermantes. Et donc, si on les... chez Arendt, il y a des textes où on a plutôt un accent mis sur la séparation des domaines, et puis des accents, où, donc celui sur l'entretien du monde qui m'a beaucoup intéressé, le soin du monde, des passages où elle enchevêtre ces notions pour montrer comment ça fonctionne dans nos activités quotidiennes. Arendt est très inquiète quand les questions liées à la vie, aux revenus, envahissent totalement la politique. Bon, c'est sa grande critique de la Révolution française. Mais je trouve pas que ce soit une critique. Il me semble que c'est un point de fait qu'elle souligne, qui a été la difficulté profonde de la Révolution française, qui était qu'elle avait affaire à un peuple qui avait faim, à des millions de gens qui crevaient de faim. C'était la misère, et que ça a empêché de parler d'autre chose, si je puis dire. Et ça a lâché aussi des envies de vengeance, des envies de cruauté. Je ne suis pas sûre, une fois de plus, qu'elle critique. Elle dit juste que c'était là et que c'était terrible. Par ailleurs, la Révolution américaine, elle dit aussi que, d'une certaine façon, à un moment donné, je la cite dans l'essai sur la Révolution, c'est la question de la passion pour la richesse soudaine qui a fini par manger un peu l'héritage de la Révolution américaine, par ailleurs héritage si beau, un individualisme un peu avide. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ait fait toujours un bon procès à Rennes, ça arrive souvent, hein, on lui fait beaucoup de mauvais procès. Il n'empêche que si on prend en compte, comme le dit Katia Genel, ensemble, dans nos vies, je ne sais pas, un jour par semaine, on devient éboueur, femme de ménage, on s'occupe de quelqu'un qui a besoin de soins à domicile, on se partage tous ensemble cette tâche, on n'envahira pas notre temps par ces tâches de labeur. On gardera tous du temps pour faire de la politique, des travaux artistiques, etc. La proposition de Katia Genel n'est pas anti-arendtienne. Elle est au contraire très arendtienne. Jean-Claude Poiret. Écoutez, bon, si vous voulez, c'est une question effectivement assez complexe. Bon, oui, on pourrait ouvrir des possibles, si on veut, à partir de ce que dit Arendt. Hein. Moi-même, j'ai cité le passage, et je suis d'accord, il y a des passages qui ouvrent cette possibilité chez Arendt, mais il y a aussi des passages qui la ferment. Oui. Parce qu'elle découpe, hein, comme vous l'avez dit, la distinction entre le travail, l'œuvre et l'action, c'est une espèce de découpage dans le champ de nos activités qui consiste aussi à tracer et délimiter quand même des frontières, et Arendt y revient. Alors, c'est toujours ambivalent chez Arendt, parce qu'il y a des frontières, et en même temps, on peut se placer d'un point de vue ou d'un autre. C'est-à-dire qu'on a dit, le labeur s'oppose par exemple à l'œuvre, mais en même temps, il peut y avoir dans le labeur une dimension qui la rapproche de l'œuvre. On l'a dit, par exemple, l'entretien du monde, finalement, c'est pas si éloigné. Et à l'inverse, l'œuvre, c'est de la destruction de la vie et de la nature, donc il peut y avoir quelque chose aussi de péjoratif dans l'œuvre. Enfin, donc c'est toujours très ambivalent, finalement, et assez complexe. Mais en tout cas, je pense quand même que la théorie d'Arendt est malgré tout dirigée contre Marx, et au-delà de Marx, dirigée aussi contre Hegel et contre, j'évoquais tout à l'heure, une certaine idée de la dialectique, finalement. Il me semble que la pensée d'Arendt est anti-dialectique. Elle n'est pas dialectique, en fait. C'est la dialectique, c'est cette idée de la négation de la négation. C'est-à-dire que finalement, voilà, on peut dépasser les contradictions et les résoudre. Je pense que chez Arendt, il y a l'idée qu'on ne résout pas les contradictions, en fait. C'est très intéressant. Ça. Voilà. Son et ça, refus du système, c'est justement. ça. Et ça me paraît un point, si vous voulez, de désaccord majeur, à la fois avec Marx et avec Hegel, en fait. C'est peut-être même plus Hegel qui est visé à travers Marx. Katia Genel.
Oui, juste, je rectifierais Mais, une allez-y. chose dans le modèle, en fait. C'est Gortz qui dirait plutôt, André Gortz qui dirait plutôt, on va consacrer un temps spécifique au labeur collectivement. L'idée que je défendrais à partir de Arendt, c'est pas ça, c'est de prendre en considération le fait que justement, cette rythmicité du labeur, elle nous impose une cadence, on ne peut pas s'en tenir à un jour par semaine ou 20 minutes ou 1 heure. Enfin, c'est dévorant. Voilà. Et là où Arendt critique Marx, mais finalement le rejoint et lui fait en fait un mauvais procès, c'est qu'elle analyse aussi la logique dévorante du capitalisme, on pourrait dire ça comme ça, ce qu'elle appelle la croissance non naturelle du naturel. Donc la sortie de cette logique vitale hors de son champ et sa contamination de tous les autres champs d'activité. Et donc, elle nous invite à critiquer la façon dont, dans les conditions capitalistes, le labeur nous est imposé, et ce qui est tout à fait, ce qui renforce notre aliénation, ce que je citais tout à l'heure, en fait, cette manière qu'a le labeur de s'imposer à nous et de dévorer, de grignoter. Moi, je trouve le diagnostic arendtien tout à fait exact. Le labeur, on peut essayer de le reconnaître, de le prendre en charge, mais il grignote notre capacité. De le partager, dites-vous. Vous dites Oui, prendre de en le charge, partager, de le prendre en charge, qui est aussi une question collectivement. sociale et qui est aussi une question politique. Mais j'admettrais aussi avec Arendt qu'il grignote la possibilité pour chacun, et notamment pour les femmes ou les personnes de statut social défavorisé, de les empêcher de consacrer, d'être libres en fait, d'être libre au sens d'Arendt, c'est-à-dire de consacrer du temps à la politique et d'être égal aux autres. Enfin, c'est l'égalité qui est en question pour Arendt. Donc j'avais vraiment l'impression, j'avoue, en lisant votre livre, que vous disiez, certes c'est dévorant, mais justement qu'il faudrait que ces activités de labeur soient mieux partagées, oui, bien sûr, mieux rémunérées, oui, pour qu'elles n'envahissent pas exactement le temps des personnes qui en font une activité principale, ce qui est inévitable si c'est leur activité principale. Et donc j'avais l'impression, je tiens ce livre pour une magnifique réflexion utopique au très bon sens du mot utopie, j'ai adoré votre livre, qui est qu'on pourrait partager ce négatif irréductible. Vous avez raison, elle n'est pas dialectique, ça, on ne va jamais réussir à le dépasser complètement, ce négatif, on se le partage, et tous ensemble, on dégage du temps pour autre chose. Absolument, mais ça n'en prend pas complètement le chemin. Effectivement, dans les conditions sociales actuelles. Donc voilà. Et finalement, diriez-vous qu'Arendt méprise comme la souffrance, la question sociale, et, comme on l'a tellement dit, est-ce que cette émission ne montre pas que c'est tout le contraire ? Là encore, je pense qu'il faut procéder avec la distinction sociale politique qu'elle fait, comme avec les autres distinctions. C'est intéressant quand elle les met en rapport, quand elles sont poreuses et non pas quand elles sont... Donc le social, c'est l'importance publique donnée au privé. Donc c'est quand ce qui était privé arrive dans le domaine public. Et le politique, c'est vraiment la sphère de l'égalité, de l'apparence. On apparaît comme... on commence à discuter, par exemple, à prendre la parole. Et ce qui est intéressant, c'est les points où elle analyse comment les deux coïncident ou s'articulent, en fait, quand elle parle, par exemple, des discussions qu'on doit mener sur comment on organise la cité, où est-ce qu'on place un pont, qu'est-ce qu'un logement décent, ou comment un logement favorise l'intégration. Enfin, elle a une réflexion sur le social dans ses enjeux politiques. Je vous laisse conclure, Jean-Claude Poisat, s'il y a quelque chose qu'on a oublié ou un point qui vous tient à cœur pour finir. Non, mais je réfléchissais à ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait se partager le labeur. Je rejoins Katia Genel. Moi, je pense qu'il y a chez Arendt, ça peut-être lui a été un peu reproché, mais non pas un pessimisme, mais cette idée que si le labeur est irréductible, c'est aussi parce qu'il a quelque chose de dévorant, comme elle le dit, elle le souligne, et donc en fait, on n'en a jamais fini. Il faut tout le temps recommencer, et il faut en faire toujours plus aussi. Donc à un moment donné, effectivement, il faut, comme vous l'avez dit, il faut être libéré de ça pour pouvoir être libre, en fait, à un moment donné. Alors, c'est très compliqué cette affaire, hein, mais peut-être à un moment donné, il y a une sorte de décision aussi à prendre. Hein, il y a une décision à prendre de se dire voilà, j'en ai assez fait et je passe à autre chose. Je fais autre chose dans ma semaine ou dans ma vie, parce que sinon, on pourrait passer son temps effectivement dans le labeur et du coup ne plus avoir aucune place pour la liberté et pour la politique. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Jean-Claude Poisat et Katia Genel. Katia Genel, on a beaucoup parlé de votre livre, il le mérite. L'oubli du labeur, Arendt et les théories féministes du travail. C'est publié chez Klingsik dans la fameuse collection critique de la politique.
C'est très vivifiant, très intéressant. Ça contribue sans doute à donner d'Arendt peut-être une image. Nous le tenons dans cette série, c'est un stimulant de la discussion. C'est pas une œuvre figée, et je tenais beaucoup à montrer cela, j'avoue.